Glucksmann est nul à chier. On le sait, on l'a vu. Si vous avez déjà regardé la dernière VOD, vous qui regardez ça sur YouTube, vous avez vu que sa performance contre Zemmour était objectivement très mauvaise. Et nous autres gros gauchistes, bon, on l'a remarqué, c'était pas la première fois qu'on s'est dit oh il est nul à chier avec Glucksmann. Mais là je veux dire ça s'est vu. Même ses soutiens, même son propre camp doute fortement parce que objectivement quand t'as vu sa prestation de cette semaine face aux Français déjà dans son émission et puis face à Zemmour, si c'est lui qui est censé être le candidat à la présidentielle du centre-gauche social-libéral nanani nanana, c'est pas possible en fait, il est trop mauvais. Dans quel monde on l'imagine faire la course à la présidentielle sans être ridicule dans les débats et dans tout ça quoi. Il est pas bon, c'est un mauvais communicant. Voilà, et y compris dans son propre camp, les gens sont en train de se le dire parce qu'en même temps ils sont pas totalement bêtes quoi. Ils voient Glucksmann, ils ont vu qu'il était désastreux en débat, ils se disent bon bah on va peut-être devoir en trouver un autre quoi. C'est un peu ça qui se passe. Dans le jargon on dirait qu'il s'est chié dessus. Ouais on pourrait dire. Éclataxe, mais je le dis très objectivement. Voilà, j'essaie d'être honnête, s'il avait été bon, j'aurais dit bon bah ça va. Pas pire que Hidalgo. Pas pire que Hidalgo, c'est vrai. Mais là, la méta est quand même assez différente. Et assez différente. Et justement, tout ce camp-là, un peu social-libéral, un peu PS, dans tous les cas, ils comptaient pas gagner la présidentielle de 2022. Ils étaient en mode, bon, on envoie Hidalgo, comme ça on aura notre candidat. De toute façon, Macron sera réélu. Basta. Ils ont pas voulu, ils n'avaient pas l'ambition de gagner ou l'ambition de que la gauche soit au pouvoir à la fin. Pour moi, en tout cas, c'est l'analyse que j'en ai. Le PS et compagnie, ils étaient en mode, de toute façon, Macron va être élu, donc on envoie notre candidat de toute gaze, on s'en bat les couilles, quoi. Là, il y a beaucoup plus d'enjeux, et de manière générale, il y aura beaucoup plus d'enjeux en 2027 qu'en 2022. 2022, l'enjeu, c'était, Macron sera-t-il réélu ? Probablement. En vrai, c'était un petit peu ça, la méta. Et après, il y a Mélenchon qui est venu foutre le bordel là-dedans, en faisant une très belle campagne, et qui a imposé un petit peu la gauche, etc. Mais, là, 2027, il y a beaucoup plus de choses qui se jouent. Parce que c'est l'après-Macron, après 10 ans de Macron, 10 ans de montée de l'extrême droite, qu'est-ce qui va se passer ? Le RN va-t-il enfin arriver au pouvoir ? La gauche va-t-elle enfin être au second tour ? Vous voyez, il y a plein de choses qui se jouent et c'est beaucoup plus tendu. Et donc moi, ça m'étonne pas que le propre camp de Raphaël Glucksmann soit en mode genre, on peut pas se ranger derrière lui, il est trop nul à Yesh, quoi. Voilà. Donc, c'est parti, sans plus attendre, on va le lire. Donc c'est un article du Parisien, mais comme j'ai pas accès au Parisien, on va lire cette petite archive. Voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas, je vais zoomer un peu aussi. Donc c'est en blanc, hein, c'est un peu moins beau en blanc, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on va s'en sortir. Comme ça. Ok. Donc, je souffrais pour lui. Après son émission sur LCI, Glucksmann provoque un grand doute dans son camp. La prestation de l'eurodéputé Place Publique est présidentiable lors de l'émission La Grande Confrontation, mardi soir sur LCI, a largement déçu au sein du Parti Socialiste. Alors, lui, la Place Publique, il n'est pas au Parti Socialiste, mais c'est le même camp. Et aux européennes, Glucksmann était la tête de la liste Place Publique PS. Mais en fait, il n'y a pas grand monde à Place Publique. Il y avait quand même Aurore Lalucq, eurodéputée Place Publique, et qui était dans cette liste. Mais sinon, en 2019 comme en 2024, ça a été le candidat du PS et de Place Publique aux européennes. C'est pour ça qu'il y a quand même cette idée que le PS pourrait se ranger derrière lui pour la présidentielle, parce qu'il avait fait un bon score aux européennes. Sauf que sorti des européennes, il est nul. Il est nul, Raphaël Glucksmann. Il est vraiment pas beaucoup de gauche du tout, quoi. Et son parti Place Publique, c'est que des anciens macronistes dedans. Enfin, c'est vraiment ridicule, quoi. Oui, si vous voulez voir le réact, vous pouvez retrouver sur la VOD d'hier qui sort aujourd'hui à 16h. Dans 4 heures, elle sera sortie sur YouTube. Sans ça, vous pouvez directement la voir sur Twitch. C'est déjà dispo sur Twitch. Voilà. C'est leur Ruffin à eux, au sauce lib. J'ai beaucoup plus. Premier degré, hein, Ruffin, il m'a saoulé de fou. Pour moi, maintenant, ce qu'il fait, c'est peine perdue. Il s'est perdu dans une impasse nulle. Mais je veux dire, j'ai quand même beaucoup plus de respect pour Ruffin que pour Glucksmann. Faut pas déconner, quoi. Bref. Les gens découvrent qu'il pue la merde, où il était déjà à chier pendant les européennes. Ouais, mais aux européennes, il était en tête à gauche. Là, il est pas en tête de quoi que ce soit, quoi. Et encore une fois, les européennes et les présidentielles, les européennes et les législatives aussi, c'est des élections très différentes. Et moi, je pense que Glucksmann était effectivement plutôt adapté aux européennes. Il a fait des scores qui étaient pas dégueulasses aux européennes, c'est vrai. Mais genre, hors des européennes, Glucksmann, il est nul à chier. En même temps, il a une certaine légitimité à parler des sujets européens. C'est un européiste convaincu, le travail qui est fait au Parlement européen et tout. Quand il parle de ça, il sait de quoi il parle. Ok, très bien Glucksmann. Reste monsieur héros-député du PS, soit le Valérie Hayé du Parti Socialiste. Très bien, mais arrête d'avoir velléité à être quoi que ce soit d'autre, puisque t'es trop mauvais pour ça. Valérie Hayé, c'était la tête de liste macroniste aux européennes l'année dernière. Et elle a aucun buzz à part le fait d'avoir été tête de liste aux européennes, quoi. Mais en fait, faut arrêter de voir Glucksmann comme autre chose qu'une Valérie Hayé, mais version PS, quoi. Voilà. Sachant que je pense que Valérie Hayé serait peut-être même mieux démerdé en débat que Glucksmann. Hein. C'est pas impossible. Voilà. Il bosse pas, il est éclaté. Apparemment, il avait bien préparé. Mais justement, on va lire cet article qui est pas très long et on en profitera pour un peu débriefer ce débat. On y a réacté hier, on a juste
remarqué et on s'est désolé de la mauvaise prestation de Glucksmann, quoi. En mode genre, c'est lui, il est censé représenter la gauche, ce gars-là. Not in my name. Mais là, du coup, on va analyser un petit peu l'effet que ça a dans son propre camp, cette disaster class qu'il a fait face à Éric Zemmour et face aussi à tous les Français qui l'ont interpellé. Il a pas convaincu, quoi. Il a vraiment pas convaincu. Voilà. Glucksmann, c'est typiquement le mec qui monte quand il dit rien, soit tout le temps. Du coup, là, on voit qu'il est éclataxe. Ouais, il y a un petit peu de ça, quoi. Il y a un petit peu de ça. Moi, je pense qu'il y avait un côté un peu homme de la situation, entre guillemets, pour les européennes. C'est mon analyse. Mais après, les européennes, if I speak, c'est pas mon élection préférée à suivre. Mais sorti de ça, il est naze, quoi. Sorti de ça, il est naze. Ça roule info qu'il a préparé son débat. Je crois que c'est là-dedans. J'ai lu en diagonale vite fait chez vite fait. Je sais plus, mais je crois l'avoir lu quelque part qu'il était censé être préparé, quoi. Il était censé être préparé, mais je suis pas sûr. Bref. L'émission Fleuve, en direct, à une heure de grande écoute, devait signer son retour et son ancrage dans le débat public national. Pourquoi débat public national ? Parce qu'effectivement, sorti des questions européennes, il est pas trop dans le débat public national. Tout ce qui est séquence budgétaire, débat parlementaire autour du budget, Raphaël Glucksmann ne parle pas de ça. Raphaël Glucksmann, il est là à se vouloir candidat à la présidentielle et à côté, il reste dans son coin, il fait un peu rien, quoi. Genre, enfin, c'est... Voilà. Et donc, c'était aussi le but. Le but, c'était de se placer comme un futur présidentiable qui parle de toutes les questions nationales aussi, et qui n'est pas contenté à son rôle de tête de liste européenne, quoi. Voilà. Raphaël Glucksmann, souvent critiqué pour ses périodes de disette médiatique, s'était beaucoup préparé pour la grande confrontation diffusée mardi sur LCI. Voilà, c'est ça que j'avais lu. Quand tu as dit, mais où est-ce que tu as lu qu'il s'était beaucoup préparé ? Je l'ai lu dans Le Parisien, l'article qu'on est en train de lire en ce moment. Du coup, raté, hein, mais vraiment raté. Là, on est là-dessus, hein, on est là-dessus. Il s'était beaucoup préparé pour la grande confrontation diffusée mardi sur LCI. 3 heures d'antenne. 3 heures d'antenne. Combien ? 3 heures d'antenne au cours desquelles il a répondu à un panel des Français avant de débattre avec le président de Reconquête. Donc on avait vu des petits bouts, des moments où il était interpellé par les Français, etc., etc. Mais surtout, on a regardé le débat face à Zemmour où effectivement, il était nul. Selon Politico, c'est l'entourage Glucksmann qui cherchait un débatteur d'extrême droite pour présenter en seule solution face à l'extrême droite ce sera eux ou nous de JLM. Ah ouais ? T'as lu ça où, Geoffroy Leroux de Béziers ? C'est un article là-dessus, je suis preneur aussi, n'hésite pas à le balancer dans le chat. Hein. Donc oui, c'était ça, c'était stage. Ils étaient en mode genre, vas-y, on va le mettre face à Zemmour, il va décalquer Zemmour, et comme ça sera en mode, voilà, on est le barrage à l'extrême droite. Mais comment le pari a été perdu ? Ah oui, selon Politico, bah oui. Mais selon Politico, c'est que t'as lu ça ailleurs que dans Politico. Un truc où il n'y a pas un paywall. Ce serait pas étonnant, mais c'est raté du coup. C'est raté, hein. C'est ça, hein. C'est ça en mode genre on veut le présenter comme un présidentiel, comme un présidentiable, comme celui qui pourrait gagner face à l'extrême droite dans un second tour, là où Mélenchon aurait un plafond de verre, il ne peut pas gagner face à l'extrême droite au second tour. C'est un peu cette idée-là, c'est un peu ce narratif-là. Et ce narratif-là a pris un gros coup dans l'aile de par l'incompétence en débat, l'incompétence sur le terrain du débat des idées de Raphaël Glucksmann, quoi, tout simplement. Ok. Un exercice très attendu chez les soutiens de l'eurodéputé et coprésident de Place Publique. Ils ont dû passer une très mauvaise soirée. Qui, porté par des sondages flatteurs, nourrit ses ambitions présidentielles sans encore s'être déclaré. Là, l'exercice est loin d'avoir convaincu au sein de sa famille politique. On rappelle que c'est un article du Parisien, c'est pas un article de gros gauchistes anti-Glucksmann. Hein. C'est pas l'espèce de gauche radicale, LFiste. Je dis ça, je m'inclus dedans, hein. Évidemment, je m'inclus dedans. Qui est en mode genre, mais oui, Glucksmann, il veut être président, ça se voit, c'est Macron bis de retour, etc., etc. Là, c'est pas ce discours-là, c'est le Parisien qui, dans un exercice de journalisme très neutre, très factuel, finalement, est d'accord avec nous pour dire, il veut se présenter à la présidentielle et il pue la merde, quoi. Du coup, je suis content d'être d'accord avec le Parisien. Ça fait ce genre de truc. Après, le Parisien, c'est un vrai journal. Bon, c'est pas mon journal préféré. Ils ont fait des trucs, notamment, ils ont relié des affaires, soi-disant, sur des squatteurs, et c'était vraiment de la désinformation. Hein. Ils ont... Ah mais non, il faut que je me login pour voir l'air Politico. Bon, peu importe. N'hésitez pas à mettre des petites autres infos qui pourraient compléter dans le chat. Si vous avez des sources, n'hésitez pas. Voilà. T'as changé Ripo de quoi ? Non, mais le Parisien, ça reste un journal. Mais comme le Figaro. Genre, le Figaro, ça dégage très très fort. Mais il y a plein d'articles dans le Figaro comme dans le Parisien. C'est des vrais articles, entre guillemets. C'est pas frontière ou valeur actuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc cet article-là, je pense qu'il va être très très ok. Je veux dire, au sens où juste c'est un travail de journaliste legit, quoi. Voilà. Je sais pas qui l'a écrit, Julien Dufay. La ligne éditoriale du Figaro, c'est pas la mienne. Et il y a des articles où vraiment je suis extrêmement sévère par rapport à certains trucs qu'ils ont pu faire. Mais il y a des vrais articles à trouver dans le Parisien. Notamment, moi j'avais lu un article dans le Parisien qui était vraiment un bon article où ils étaient revenus sur l'affaire de Crépol. Vous savez, l'horrible affaire de Crépol, ce fait divers où il y a un gars qui s'est fait tuer dans des trucs de règlement de compte devant une salle de fête, etc., etc. C'était totalement instrumentalisé par l'extrême droite. Et ceux qui sont revenus un peu sur l'enquête policière pour tenter de rétablir un petit peu
de vérité là-dedans et montrer qu'au final c'était plus de l'ordre du fait divers qu'autre chose quand on regarde bien ce qui s'est passé selon l'enquête policière qui a été menée après. C'était un article du Parisien. Et là, le Parisien a fait un travail de journalisme qui était tout à fait respectable par ailleurs. Et après, quand il y a justement Patrick Cohen qui a fait sa fameuse chronique à C'est à vous, il s'était pris un harcèlement de l'extrême droite en mode mais qu'est-ce qu'il fait là, Patrick Cohen? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un francocide ce qu'on a vu là? Oh, remigration! Il y a toute l'extrême droite qui lui est tombée sur le coin de la gueule. Et en fait, il s'appuyait sur l'article du Parisien pour dire tout ça, c'est quand même un truc de l'ordre du fait divers qui a été instrumentalisé par l'extrême droite, quoi. Donc voilà, moi j'ai pu voir de mes yeux du travail de journalisme legit dans le Parisien. Donc voilà, tout ça pour dire que lire cet article, voilà, c'est ok. Même si on n'aime pas le Parisien, et moi j'aime pas le Parisien, c'est pas ma ligne politique. Hein. De toute façon, moi je bosse avec l'UMA, donc vous la connaissez ma ligne politique. Mais voilà. On a une vision naturellement biaisée des journaux de droite parce qu'on voit, en tant que non-abonné, le contenu gratuit, reprise de dépêches AFP par des stagiaires et surtout les billets d'humeur de non-journalistes, ouais, toute la ligne éditoriale. Donc voilà, on se prend la ligne éditoriale en pleine gueule et pas les vrais articles. Donc le plus bête est pas travaillé. Tout à fait. Alors après, le Figaro, ça dégage très fort. Hein. Moi, si le Figaro pouvait perdre ses subventions et mettre la clé sous la porte et faire faillite, je dis oui, s'il vous plaît, monsieur. Ce qui n'empêche que dans la rédaction du Figaro, il y a des gens qui font un travail de journalisme legit par ailleurs. Voilà. C'est comme ça. Pareil pour le Parisien, alors que c'est pas des journaux que j'aime, vous voyez. À côté de ça, il y a des journaux, c'est pas des journaux, c'est des torche-cul, comme par exemple Les Frontières et compagnie. Ça, c'est pas. Il n'y a pas de travail de journalisme legit qui est fait à l'intérieur de ces rédactions-là, et c'est même pas vraiment des rédactions, quoi. Bref, voilà. C'est juste ça que je voulais dire. Le président, c'est Rodolphe Sadé, non, c'est Macron Corps, il a toute la presse locale en France. Oui, c'est Macron Corps, ouais. Quand ils font des éditos et des machins, sur la ligne éditoriale, c'est très centre-droit, Macron Corps, etc., etc. Comptez pas sur eux pour faire des articles d'économie basés où ils disent que il faut faire des politiques de gauche ou je ne sais quoi. Là, l'article de Romain Rigaudin qu'on a lu juste avant, vous attendez pas des articles comme ça dans le Parisien. Mais de temps en temps, il y a quand même des articles qui sont pas mauvais où il y a de l'information qui est prise. Voilà. Un bon article, souvent, c'est est-ce qu'on peut trouver de l'information qui n'est pas forcément ailleurs, quoi. Les éditoriales mises à part. Typiquement, ça, c'est un article où ils ont été interrogés des soutiens de Glucksmann et du Parti Socialiste pour aller chercher l'info. Et donc, cet article est tout à fait legit, quoi. Voilà. Même si le Parisien, moi, j'aime pas, évidemment. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus, faire un peu ma journalope, quoi. Ah non, c'est Arnaud, le Parisien? Ah, je sais plus. Mais oui, voilà. Je veux dire, il y a quand même des articles qu'on peut prendre de temps en temps dedans. Juste, je dirais que lire la presse, ça s'apprend un petit peu, quoi. Connaître la presse, savoir un peu quels articles sont dignes d'intérêt, quels articles on peut jeter à la poubelle directement, etc. etc. Ouais, c'est très fait divers et panique morale, souvent, le Parisien. Effectivement. Il y a toute cette partie-là dans le Parisien, il y a toute une éditoriale qui est de centre-droit, enfin de droite même, ça dépend des sujets qui puent un peu le caca, mais de temps en temps, malgré tout, il y a quand même des articles qui sont dignes d'intérêt. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire. Petite parenthèse. Voilà. En tout cas, sur cet article-là, on va pas bouder juste parce que c'est le Parisien, on va pas se bouder de notre plaisir, quoi. Ok. Donc on disait l'exercice de Raphaël Glucksmann en débat face aux Français et à Zemmour est loin d'avoir convaincu au sein de sa famille politique. C'est la grande déception, lâche un cadre socialiste, dont les boucles de conversation regorgent de messages interloqués de militants. Je cite. Certains disent qu'ils ne savent plus pour qui voter. Les plus gentils qu'il faut qu'ils s'entourent mieux. C'était plat. On ne peut pas aller à une émission de ce type sans avoir une annonce à faire, soupire le même. Les plus sévères parlent même de naufrage. Donc il y a des gens au PS qui ont parlé de naufrage pour parler de Raphaël Glucksmann face à Zemmour. Hein, comme quoi, on était en mode mais il est nul à chier, c'est pas possible. Oui, effectivement, on n'est pas les seuls à le penser. On n'a pas un espèce de biais gauchiste, c'est faux. Il était objectivement, semble-t-il, pourrave, quoi. Voilà. C'est que mardi soir, l'eurodéputé est apparu hésitant, parfois brouillon, voire perdu. Ce qui est triste, c'est que l'émission était faite sur mesure pour lui et ça n'a pas marché. Lâche un député PS. Mais oui, il joue en mode facile. Et pourtant, il est nul, quoi. Non, mais juste, alors, c'est pas juste pour sucer gratos Mélenchon, mais Mélenchon, il sait débattre, il est bon en débat, personne ne pourra jamais dire le contraire. Et voilà, quand il est en campagne, Mélenchon, le rouleau compresseur Mélenchon, bonne chance. Hein. Il sait faire des campagnes, il sait avancer ses thèmes, c'est un excellent tribun, même ses pires adversaires le disent, c'est un bon débatteur, même les gens qui le détestent le reconnaissent. Imaginez juste que LCI avait fait une émission exactement de la même manière, Mélenchon face aux Français. Tapis rouge. Le tapis rouge a été déroulé. Il a eu 2 heures à répondre à des Français, etc., etc. Et après, on le met en débat contre Zemmour. Juste imaginez, faites l'expérience de pensée. LCI avait fait la même, mais pour Mélenchon et pas pour Raphaël Glucksmann. Genre, il aurait tellement pu dérouler. Le truc. Ça aurait été fait sur mesure pour lui de la même manière. Il aurait déroulé ses idées, déroulé son programme. Il aurait pu se poser comme vraiment un grand, quoi. Et il aurait profité de ce moment médiatique pour déjà être en campagne, quoi. Déjà être en campagne face à Zemmour, on l'a déjà vu face à Zemmour, ça avait quand même une autre gueule, hein. Voilà. Et je dis ça, encore une fois, je dis pas ça pour sucer gratos Mélenchon, mais là, c'est objectif, quoi. De la même manière que sur Raphaël Glucksmann, j'essaye de objectivement dire, il a été objectivement mauvais. Parce que certes, j'aime bien Mélenchon et je peux pas blairer Raphaël Glucksmann, mais je veux dire, objectivement, tu mettais Mélenchon dans une émission fait pour lui de la même manière,
genre, ça aurait été très, 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 très différent. Et quand je dis ça, je pense que tout le monde, y compris des gens de droite, peuvent être d'accord avec moi là-dessus. Ça, c'est clair et net. Je suis léfiste et pourtant, face à Zemmour, c'était pas terrible. Ah ouais? Genre chez Hanouna, il en avait fait 2 des débats face à Zemmour. Moi, le débat Mélenchon-Hanouna, là, pendant Mélenchon-Zemmour chez Hanouna, pendant la présidentielle de 2022, je pense qu'il avait été très bon. Je trouve qu'il avait été très bon, Mélenchon. Voilà. Mais oui, à côté de ça, il y a des gens qui ont reproché parfois à Mélenchon de débattre contre Zemmour. Mais moi, dans le cadre de la présidentielle, où de toute manière, il est un peu tout puissant, moi, je trouve que mission accomplie, il lui a rabattu le caquet, il lui a pas donné du gaz, quoi. Donc, voilà. Oui, mais attention, le vieux mélange, des fois, il s'emporte et il raconte n'importe quoi. Alors, je suis assez d'accord, j'ai pu le critiquer sur certains passages en plateau télé. Mais là, c'est des émissions, on est déjà dans la présidentielle. Mélenchon, moi, c'est mon avis. Entre chaque présidentielle, il y a des moments où il me saoule un peu, il peut me décevoir. Je suis un peu en mode genre, sois un peu plus apaisé. Et je dis ça, je l'ai vécu 3 fois dans ma vie. Je l'ai vécu en 2012, 2017 et 2022. À chaque fois, quand il est en campagne pour la présidentielle, il est en mode genre, ok, on est en campagne, ça rigole plus. Et là, franchement, il est très très fort. Il est très 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 fort. C'est pas pour rien qu'il fait des scores, des très bons scores, et qu'il a des excellentes dynamiques à chaque fois pendant les présidentielles. Je suis d'accord que parfois, entre les présidentielles, je sais pas, il est un peu saoulé, un peu fatigué, il en a marre, et il fait des prestations à la télé que parfois je le trouve pas très bonnes. Pas très très bonne. Mais là, dans ce contexte-là, qui est déjà un contexte d'émission présidentielle finalement, c'était pré-2027. On est déjà dans la logique de la course pour la présidentielle 2027 dans cette émission pour Raphaël Glucksmann. Et moi, je pense que, voilà, de la même manière que là, c'était une émission faite pour lancer la campagne éventuelle de Glucksmann, s'il y avait la même chose pour Mélenchon, il aurait été bien, bien meilleur. Voilà. Je pense sincèrement, même si parfois, c'est vrai qu'à la télé, des moments, je suis en mode un peu, oh là là, ça va. On est obligé de crier comme ça, Jean-Luc. Jean-Luc, si tu t'étais présenté à la primaire, Jean-Luc, tu sais que t'aurais pu la gagner, Jean-Luc. Mais pourquoi tu me vois, Jean-Luc? On pourrait se tutoyer, on s'est toujours tutoyé, Jean-Luc. Va te faire foutre, allez. C'est ma superbe imitation de Daniel Cohn-Bendit, voilà, pour ceux qui l'avaient. Jean-Luc. Ok. Donc en tout cas, même dans son propre camp, même au PS, les plus sévères parlent de naufrage pour parler de la prestation de Raphaël Glucksmann de cette semaine. C'est que mardi soir, l'eurodéputé est apparu hésitant, parfois brouillon, voire perdu. Ce qui est triste, c'est que l'émission était faite sur mesure pour lui et que ça n'a pas marché, lâche un député PS. C'est un exercice qu'on ne rate pas quand on veut être président, tacle un de ses collègues. Certes, dans un débat avec Éric Zemmour qui a viré à la foire d'empoigne, Raphaël Glucksmann a tenté de répliquer face aux polémistes pour qui l'islam est la source de tous les maux. Il a été nul à chier là-dessus, il l'a même pas débattu sur le terrain de la lutte contre l'islamophobie ou je sais pas quoi. Encore une fois, Raphaël Glucksmann, on lui a dit, il y a eu un mec raciste en face de lui qui dit voyez cette femme voilée, moi président, elle a plus le droit de porter son voile, elle veut conquérir la République en étant islamique. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les frères musulmans et elle. Il a dit ça, il l'a pas dit comme ça, mais c'est littéralement le discours qu'a eu Zemmour. En face, Raphaël Glucksmann, il a fait quoi? Il a regardé Zemmour, il a fait vous êtes ami avec Viktor Orban, monsieur. Viktor Orban, il fait du commerce avec Xi Jinping et la Chine sur les véhicules électriques. Vous connaissez les véhicules électriques chinois, monsieur? Vos amis font du commerce de véhicules électriques avec la Chine. Vous êtes fiers de vous? C'est l'Europe que vous voulez? Le mec sort des dingueries islamophobes et racistes en humiliant une meuf qui est assise à 2 mètres de lui. Il ne répond même pas pour défendre la meuf. Il répond vous êtes l'ami de J.D. Vance et de Meloni. Genre, c'est lunaire. C'est du jamais vu d'être nul à ce point, quoi. Vraiment. Mais bon, du coup, Raphaël Glucksmann a tenté de répliquer quand même, d'après Le Parisien. Je veux vous combattre partout, vous, vos amis, Marine Le Pen, Éric Ciotti, et je veux vous reprendre le drapeau tricolore des mains. La France ne vous appartient pas, a-t-il lancé. Waouh. Mais le plus souvent, il s'est retrouvé sans voix. Je souffrais pour lui. Il a beaucoup lu Zemmour, mais il n'était pas prêt à la théâtralité du personnage. Il y a combien de milliers d'heures de Zemmour à la télé qui débat? On me connaît par cœur, Zemmour. Il s'attendait pas à la théâtralité du personnage. C'est Zemmour en face, tu t'attendais à quoi, gros blaireau? Donc ça, c'est une socialiste qui a dit ça. Pourquoi avoir accepté ce débat? Il s'est fait piéger, souffle un député PS. Tout à fait, on peut pas leur donner tort. Et face au panel de Français, mis à part sur l'Ukraine, son sujet de prédilection, beaucoup ont trouvé Glucksmann trop vague et peu concret. Alors tout à fait, voilà, il y a des questions comme ça, et c'est pour ça que dans les européennes, il y avait des trucs où il était un peu structurellement avantagé, parce que c'est un gros européiste, atlantiste, qui est pour plus d'Union européenne, l'Europe de la défense, et puis se défendre contre Poutine et soutien de l'Ukraine, etc., etc. Donc dans le cas des européennes, où c'est pas tout à fait les mêmes personnes qui votent, et on vote par rapport à des problématiques européennes, quand t'es un européiste convaincu, et zélé, on va dire, t'as un peu un avantage structurel dans les européennes. Parce que les gens qui votent pour les européennes sont souvent des gens qui croient un peu en lutte européenne. J'ai dit Poutine au lieu de Poutine?
Voilà. Alors moi, c'est pas du tout ma ligne. Hein. Moi, j'ai pas voté pour lui aux européennes. Hein. J'ai voté pour la glorieuse liste de Manon Aubry, bien sûr, parce qu'en plus, il y avait Rima Hassan dedans, ça avait quand même un peu plus de gueule, hein, évidemment. Euh, Mais voilà, donc sur l'Ukraine, en tout cas, voilà, de la même manière qu'il y a certains sujets, les sujets liés à l'Union européenne, bah, c'est pas, il a une certaine légitimité à parler, on va dire, c'est un peu son sujet. Mais à part ça, sorti de ça, effectivement, nul à chier. On voit bien qu'il n'a jamais été élu local, c'est désincarné. C'est un intellectuel qui tente de savoir ce qu'est le réel. Décrypte un cadre du parti à la rose, qu'il avait pourtant trouvé brillant lors de sa campagne européenne de 2024, où il récolta, rappelons-le, 13,8% de voix. Pas un score dégueulasse, quoi. Pas un score dégueulasse. Quand on est présidentiable, il faut savoir traiter de tout. De la baguette au mix énergétique, fait valoir un parlementaire. Raphaël Glucksmann n'était pas prêt à ce type d'émission. Avoir une hauteur morale ne suffit pas pour emporter la conviction. Tout à fait, tranche l'ancien président secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Donc on en est là. Pardon. On en est là. Je dis tout à fait. Quand c'est Jean-Christophe Cambadélis, aile droite du PS, anti-NUPES, anti-NFP qui parle, quoi. Je suis d'accord avec Jean-Christophe Cambadélis. On en est là. Effectivement. Qui peut donner tort à Jean-Christophe Cambadélis, quoi? Raphaël Glucksmann n'était pas prêt à ce type d'émission. Avoir une hauteur morale ne suffit pas pour emporter la conviction. Tout à fait, Jean-Christophe Cambadélis, basé. Ne clippez pas. Voilà, Jean-Christophe Cambadélis, il a même pas dit ça anonymement. Il a dit, je m'en bats les couilles, moi. Moi, je m'en bats les couilles. JCC, voilà, exactement, JCC. Il est arrivé, il était en mode genre, non, est-ce que je veux être anonymisé, le Parisien? Je m'en bats les couilles. Mettez mon nom en gros. Je m'en bats les couilles. Faites un article sur moi. Waouh. C'est dire à quel point il est effectivement désavoué dans son propre camp, comme un tel éléphant du PS, comme on dit souvent, qui est Jean-Christophe Cambadélis, se retrouve à tacler de cette manière-là. Raphaël Glucksmann, c'est bel et bien qu'il est dans la sauce, finalement. Aïe, 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 aïe. Ouais, dis-leur, Jean-Christophe Cambadélis, dis bien. Vous savez comment on va l'appeler, la VOD? On va l'appeler Jean-Christophe Cambadélis dit les termes à propos de Glucksmann. Allez, nouvel arc pro PS? Non, surtout pas. Ok, l'article est pas très long, on a bientôt terminé. Un des proches de Raphaël Glucksmann défend néanmoins l'eurodéputé. C'est très facile de critiquer, mais face à ses interlocuteurs, Raphaël s'est placé dans une posture d'humilité et d'écoute, simplement car il ne sait pas faire autrement. C'est un empathique, pas une machine politique qui débite des éléments de langage. Et c'est pour cette raison, peut-être aussi, qu'il serait nul à chier dans une campagne présidentielle. Il veut prétendre être président de la 5ème République, et en même temps, on dit, c'est pas une machine politique qui débite des éléments de langage. Bah, casse-toi alors. Si t'es pas une machine politique qui sait débiter des éléments de langage, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour la présidentielle. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tu ne peux pas te contenter de n'être que débiter des éléments de langage. Vous voyez, ça c'est ce que fait un peu Jordan Bardella et on le méprise très hautement et a raison pour ça. Je veux dire, il faut être capable parfois d'être cette machine politique qui débite des éléments de langage. S'il n'est pas capable de le faire là, eh ben t'es un très mauvais homme politique. Très très mauvais homme politique, mon gars. Voilà. Alors c'est quoi ça, ce classique de Jean-Christophe Cambadélis? Élections législatives, Parti socialiste, pour les élections législatives, Jean-Christophe Cambadélis, bonjour monsieur. Bonjour madame. Aïe 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 aïe. Il y a 8 ans. Ah, les éléphants du PS. Hein. Là, à travers ça, on voit tout le mal. On voit tout le mal qu'a fait François Hollande à son propre camp. Hein. Lui, c'est un hollandiste après, c'est un gros couillon, mais. Enfin, oui. Pauvre, tu appartiens au PS après 5 ans de François Hollande. Ah oui, c'est plus un vent qui s'est pris, c'est un cyclone. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Bon, en tout cas, voilà, ce même Jean-Christophe Cambadélis ne mâche pas ses mots pour critiquer Raphaël Glucksmann. Et c'est quand même marrant, quoi. Ok, donc oui, c'est un empathique et c'est pas une machine politique. Bah, casse-toi alors, Raphaël Glucksmann, à ce moment-là. Et il est allé se mettre en risque en affrontant des points de vue très différents des siens. Le même soutien de Glucksmann fait valoir que Raphaël Glucksmann, qui poursuit à bas bruit un Tour de France, n'est pas encore en campagne. Il est dans l'infirmation d'une ligne, d'une incarnation, pas encore d'une candidature. Vous l'avez vu la ligne être affirmée et incarnée par Raphaël Glucksmann, vous, dans le débat? Et dans ses réponses en français? C'est quoi sa ligne? C'est d'être ennuyeux et pas clair? Elle est en train d'être définie. Elle est bien définie, la ligne là de Raphaël Glucksmann. Ma ligne est simple. Je veux une gauche molle, pro-Europe. On parle pas trop des sujets qui fâchent. L'islamophobie, c'est pas mon sujet. Il faut réduire les taux de prélèvement obligatoires pour être concurrentiel par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis.
Je sais pas, hein. Ouais, c'est de la posture morale de con, hein. Là, je trouve que la ligne est très peu affirmée et est très mal incarnée pour l'instant, hein. Donc, je dirais que les rares soutiens qui restent peut-être à Raphaël Glucksmann sont d'élus, hein, sont d'élus. Pas mal, tu commences à le tenir. C'est bon, j'ai trouvé la technique. Il faut avoir un poing très mou mis en l'air comme ça. Parler comme ça avec le poing en l'air. Insister parfois de manière pas naturelle sur la fin des mots. Des mots. Oui, pire, il relançait Zemmour dans sa diatribe raciste, c'était vraiment ça. Zemmour est là en mode genre, nous devons déporter tous les musulmans, car ils sont un danger existentiel pour la civilisation européenne. Et Raphaël Glucksmann est en mode genre, ah oui, dites-moi en plus que je puisse débunker vos arguments. On souffle là. On souffle. Un peu trop grave ta voix encore. Je travaillerai. Bah après, il va peut-être disparaître de la circulation tellement il est nul, hein. Accent sur l'avant-dernière syllabe des mots. Des mots. Ouais, bon, je sais pas. L'accent sur l'avant-dernière syllabe, c'est pour faire l'accent italien. Normalement. En mode genre. Bon, bref, peu importe. Il faut ajouter des 1. Bon, allez, on finit l'article peut-être. On rigole bien quand même, hein. Je trouve que Raphaël Glucksmann fait partie de ces gens comme Bayrou. On aime bien ne pas les aimer quand même. Parce qu'ils sont. Il y a moyen de rire d'eux, quoi. Il y a vraiment moyen de rire d'eux. Ok, allez. En réponse à David Pujadas, l'eurodéputé a reconnu que son projet n'était pas encore abouti, admettant que l'enjeu de la présidentielle lui donnait le vertige. Waouh, j'avais même pas vu ça. Pour ce cadre socialiste, l'opération LCI avait tout d'un rendez-vous manqué. Dans la gauche socialiste et social-démocrate, il y avait une forte attente. Raphaël Glucksmann avait besoin de se relancer, mais visiblement, c'était trop tôt. Alors moi, je suis pas d'accord avec cette phrase. C'est pas que c'était trop tôt, c'est qu'il est trop nul. Stop, se cacher derrière son petit doigt, quoi. Stop, se cacher derrière son petit doigt. C'est insupportable. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur nous autres, la vraie gauche? On pourrait l'appeler comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le camp social-libéral est dans la merde? Ou est-ce que ça veut dire qu'au final, si le PS et Place Publique s'allient pour la présidentielle, ils en verront autre chose que Glucksmann? On en parlait avec Onibako et on se dit, qui serait vraiment présidentiable? Dans sa persona, dans sa manière de parler à la tribune, et peut-être dans les débats, on le voit assez rarement en débat. Et nous, avec Onibako, on s'est dit, s'ils sont malins, s'il y a vraiment le PS qui reste dans ce bloc-là, avec Place Publique, etc., Cazeneuve, ennuyant au possible Cazeneuve, ça marche pas? Ouais. Vallaud. Boris Vallaud. Pour moi, s'ils sont malins, ils font plein de média training à Boris Vallaud, ils envoient Boris Vallaud. Il faut une Cazeneuve. Cazeneuve trop nul et rattaché à Hollande. Boris Vallaud, il est pas trop rattaché à qui que ce soit. À la tribune, il parle bien, il sait faire des discours. Je pense que Vallaud, c'est ce qui leur reste de mieux. Olivier Faure, trop mouillé dans des trucs de premier secrétaire du PS. Vallaud, il a jamais eu de poste de ministre, tout en étant président du groupe parlementaire PS. Au sein du PS, en interne, il incarnait un peu la ligne ni Nicolas Meyer-Rossignol, ni comment il s'appelle, ni Olivier Faure. Il a un côté pompeux philo. Donc il peut faire illusion gauche morale. Oui, voilà, il a un côté où il parle bien, il peut sortir des citations, à voir en débat. C'est parce que Vallaud a pas la stature pour une présidentielle. Mais je pense aussi, mais plus que Glucksmann, hein. Vallaud, s'il essaie d'y aller, il va se prendre une Hamon probablement. Mais qui cette sensibilité politique pourrait avoir d'autres à envoyer, genre? Vous voyez ce que je veux dire? Le tondelier du PS, un peu. Mais tondelier est celle qui incarne Europe Écologie Les Verts, et c'est la candidate à la primaire de la gauche d'Europe Écologie Les Verts. Donc si vraiment Boris Vallaud est un peu le tondelier du PS, je sais pas, hein. Pour moi, il y a une piste Boris Vallaud en tout cas pour le PS. Ça serait mieux que Raphaël Glucksmann. Mais après, je sais pas, je ne suis pas conseiller pour le PS, Dieu merci. Mais je sais pas, quoi. En tout cas, c'est peut-être le signe, par contre, que ce fameux camp-là, vous savez, c'est la fameuse théorie de la pas utile, la théorie des noisettes. D'un côté, il y a la gauche de rupture, représentée par LFI principalement. Mais là, vu que le PCF n'a pas été au truc des unionistes, peut-être qu'on pourrait aussi mettre le PCF dans ce bloc-là. En tout cas, c'est le bloc un peu gauche de rupture. NFP, qui est en tout cas incarné par LFI, ça c'est une certitude. Et de l'autre côté, il y a la gauche molle, la gauche sociale-libérale, la gauche, la fausse gauche, la gauche bourgeoise, la gauche Raphaël Glucksmann, François Hollande et compagnie, quoi. Et entre ces deux-là, il y a ceux qu'ils appellent eux les noisettes, parce qu'ils sont pris entre ces deux blocs-là incompatibles, la gauche de rupture et la gauche d'accompagnement, la gauche socialib. Et en fait, ceux qui sont pris entre ces deux blocs sont coincés entre ces deux blocs. Et telle une noisette entre les deux pinces, entre les deux parties de la pince, ils vont se faire écraser, ne pas avoir d'espace politique en réalité, coincés entre les socialib et la gauche de rupture, quoi. Voilà. Et donc si la gauche de rupture, si la gauche socialib, la gauche hollando-glucksmannienne, ne trouve pas de personne pour incarner leur ligne et est toute pourrie,
quel effet ça aura sur les dynamiques à gauche? Est-ce que du coup ils vont vraiment finir tant que ça écrasés entre la gauche de rupture et la gauche sauce libre? Si la gauche sauce libre est nulle à chier et ne s'en sort pas parce qu'ils ont que Raphaël Glucksmann pour le représenter et que Raphaël Glucksmann est nul, à ce moment-là ça voudrait dire que vous voyez dans le casse-noix il y a une des deux branches qui est pétée. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Moi je me pose la question. Alors on peut avoir une analyse optimiste de ça en se disant à la fin, il y aura que la gauche de rupture qui aura un candidat un peu based. Tous les autres vont se péter la gueule et Mélenchon second tour face à Bardella. Effectivement, on peut se dire que tout ça va participer à cette prévision. Mais on peut aussi se dire que le reste de la gauche hors LFI, on va dire, tu vois, le fait qu'il y ait Olivier Faure qui était quand même avec les unionistes, en train de discuter avec eux, vouloir participer plus ou moins à la primaire de la gauche, si le plan Raphaël Glucksmann tombe à l'eau, peut-être qu'ils vont adapter aussi leur truc, et peut-être que cette espèce de théorie des noisettes, là, avec les unionistes coincés entre deux blocs trop puissants, va finir par un peu se désagréger aussi. Donc je sais pas exactement. En tout cas, moi je vois ça plutôt comme une bonne nouvelle, l'effondrement de Raphaël Glucksmann par rapport à ses soutiens, parce que ça montre bien que, en vérité, ils ont beau avoir peut-être un bloc politique, le bloc politique pue un peu la merde et je trouve qu'ils sont très désavantagés parce qu'ils trouvent personne pour l'incarner. Leur champion Glucksmann est pourri et il y a aussi un truc où ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils vont devoir travailler avec les déçus du macronisme, quoi. Et déjà dans Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann, on a Sacha Houlier, ancien macroniste, et Aurélien Rousseau, ancien ministre de Macron pendant la réforme des retraites. Jusque pendant la réforme des retraites. Donc il y a déjà des espèces d'anciens macronistes ou gays dans ce bloc-là, dans le bloc Place Publique PS. Donc je veux dire, ils vont vraiment devoir faire une campagne avec des déçus du macronisme, des personnalités liées historiquement au macronisme, Raphaël Glucksmann et tous ces nulos-là. Ça va être naze. Mais si c'est tellement naze, au bout d'un moment, je ne sais même pas à qui ils vont pomper des voix. Et au final, peut-être que l'électorat centriste va se recentrer sur une candidature vraiment macroniste qui a un peu plus de gueule et que du coup, on pourrait se retrouver avec un second tour, je sais pas, Bardella, Édouard Philippe, ou Bardella, Gabriel Attal, vous voyez? Je sais pas, c'est un désastre annoncé peut-être. Si Glucksmann part à la présidentielle, pour moi, c'est un désastre annoncé pour ce bloc-là. Mais je sais pas dans quelle mesure il faudrait l'analyser avec un petit peu de... prendre le temps d'analyser ça. Je sais pas dans les différentes dynamiques électorales comment ça pourrait fonctionner, quoi. Donc à voir. Est-ce que la disaster class de Glucksmann va influer... Dans quelle mesure cette disaster class de Glucksmann va influer sur les rapports de force politiques? Je ne sais pas. En tout cas, là, on m'a envoyé un tweet de Stefano Palombarini, que j'aime beaucoup, qui lui a... lui c'est un gros zinzin soumis de première. Enfin non, mais il est lié à LFI, notamment il a fait des trucs avec l'Institut de la Boétie. Stefano Palombarini, c'est un des premiers à avoir théorisé la tripartition. Vous savez, où il y a un bloc centriste type macroniste, que lui il appelle le bloc bourgeois, le bloc de droite, extrême droite, RN, et le bloc de gauche, voilà quoi. Et c'est ça qu'on voit actuellement à l'Assemblée nationale, et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de stabilité politique. Et bah Stefano Palombarini, c'est un des premiers qui a théorisé tout ça. D'ailleurs, moi j'aimerais trop l'inviter sur la chaîne, Stefano Palombarini. Je pense que ça pourrait être un immense banger, parce que lui il connaît très très bien tout ça, et je pourrais lui parler un peu de mes petites théories à moi, en mode genre, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller vers une quadripartition? Avec la dislocation du bloc bourgeois qui partirait en deux? Moi c'est un petit peu ma théorie, je pourrais lui montrer mon graphique et dire, t'en penses quoi de ça? Je pense que ça pourrait être un vrai banger de l'inviter sur la chaîne. Ou encore mieux, organiser un genre de débat avec Chris de Position Revue et Stefano Palombarini. Est-ce que ça serait pas un immense banger de faire ça? J'y pense là, parce que j'aimerais bien faire un truc avec Chris là. Vous voyez, Chris, c'est celui qui a fait le sein graphique et justement la théorie des noisettes, tout ça. Il fait beaucoup de théories électorales par rapport à tout ça. Et Stefano Palombarini, il est trop chaud aussi. Ça serait énorme, non? Vous imaginez? Un genre de débat, ouais, on serait en mode alors théorie de la clébardisation, théorie des noisettes, par rapport à l'expert Stefano Palombarini qui a théorisé la tripartition, on en pense quoi et tout? Ça serait stylé de zinzin de faire ça. Je commence à faire marcher un peu les contacts. Voir Jess, il serait d'accord éventuellement pour le faire. Hein. Ça serait trop bien, vous imaginez? Truc à 3 ou même 4, on trouve une quatrième personne, voilà. On parle de la moïsation, théorie des noisettes, théorie de la clébardisation, théorie de la quadripartition, avec Stefano Palombarini qui a une vraie expertise là-dessus, ça serait trop bien. Hein. Quel avenir pour la clébardisation? T'y crois ça ou toi? Ou quoi? Sachant qu'il a une ligne assez particulière aussi par rapport à l'union de la gauche, Stefano Palombarini, il aimerait bien, un peu comme moi, il est un peu sur ma ligne, il aimerait bien, il pense que peut-être, éventuellement, il y a un chemin possible vers ça, vers avoir une union autour de la ligne de rupture. Représentée du coup par LFI, hein, de fait. Voilà. C'est quoi la clébardisation? J'arrête d'utiliser ce mot-là, j'essaie d'être sérieux. Dans la clébardisation, c'est l'idée que justement, ce que la Padutim appelle les noisettes, ceux qui vont être coincés entre ces deux blocs, moi, ma théorie, c'est effectivement, s'ils sont voués à mourir écrasés entre ces deux blocs, et à un moment donné, peut-être qu'ils vont rejoindre l'un des deux blocs. Peut-être qu'ils vont soit rejoindre le bloc gauche de rupture, avec LFI dedans qui sera quasiment hégémonique, ou alors rejoindre le bloc sauce libre glucksmannien. Moi, je me dis, s'ils décident de se rallier à un des deux blocs,
et ben, il faut essayer de créer les conditions du ralliement à notre bloc à nous, la gauche de rupture. Et du coup, c'est une genre de vassalisation. Voilà, ça serait la théorie de la vassalisation. C'est plus ça, de dire à la fin, le bloc gauche de rupture, il n'y a plus le PS dedans. Il y a LFI, PCF et les écolo-unionistes qui décident de se rejoindre et donner leur force, on va dire, à un des deux blocs. Et du coup, à la fin, ils se retrouveraient un petit peu vassalisés et ça deviendrait quasiment un parti satellite de LFI. On peut voir ça un peu comme ça, mais qui permettrait de leur donner de la force quand même réellement, élargir peut-être un peu leur socle électoral. Et normaliser aussi LFI pour préparer éventuellement un vote barrage au second tour. Vous voyez, dans le cadre des présidentielles. C'est un peu ça, moi j'avais appelé ça la théorie de la clébardisation, qu'ils soient nos idiots utiles et qui travaillent pour nous. Ça a déjà été tenté aux européennes. Oui, voilà quoi. Mais du coup, c'est un peu ma théorie. Est-ce qu'il y a un chemin possible à ce que les noisettes, ce que Paduti appelle les noisettes coincées entre ces deux blocs, finissent par se rallier au bloc de rupture, quoi. Voilà. Et donc, en vrai, discuter de ça avec Chris, mais aussi discuter de ça avec quelqu'un comme Stefano Palombarini, moi j'aimerais vraiment bien. Donc écoutez, je vais commencer à faire marcher, envoyer 2-3 mails, voir si eux ils seraient éventuellement d'accord pour se caler un petit truc un peu comme ça. Franchement, ça pourrait être un immense banger, je pense. Voilà. Bon, bref. En tout cas, voilà. Scission en vue à place publique, titre Stefano Palombarini sur Twitter. Je dis ça comme si c'est un journal à lui tout seul, quoi. Mais voilà. Noisettisation, clébardisation, débat sur la perspective électorale en France de 1890 à nos jours. Voilà. Exactement, ça serait l'idée. Ça serait l'idée. Bref. Mais c'est pas forcément une bonne chose s'ils trahissent derrière, non. Je sais pas, faut aller plus loin dans la théorisation, effectivement. Effectivement. Allez, donc du coup, scission, ils sont pas d'accord les uns avec les autres à place publique. Ah là là, mais quel parti. Hein. Là, ils sont 4 à place publique. Il y a Aurélien Rousseau, Raphaël Glucksmann, Aurore Laluc et Sacha Houlier depuis pas longtemps. Donc Aurélien Rousseau. Je respecte le général Mandon pour sa fonction et ses analyses. Je ne me prononce pas sur le fond de son discours, mais je reste surpris que de tels propos soient tenus par le chef d'état-major devant des élus, plutôt que par la chef des armées lui-même. Cédant Armatogae. Ok. Et sinon, Raphaël Glucksmann qui nous dit depuis 48 heures, le déchaînement contre le chef d'état-major des armées souligne la force du déni et de l'esprit de capitulation au sein de la classe politique française. La France vaut mieux que ce bal d'autruche. Le point mou, pardon, j'ai oublié de mettre mon point mou. Ok, donc ils sont 4 dans le parti, il y en a déjà 2 qui sont pas d'accord. Hein. Qu'Unidat Lucum Donae, bon, ça veut rien dire, mais je trouve que ça sonnait bien. Vous avez vu, j'ai fait une ref à Camelot. Le roi Lot, François Rollin, exceptionnel. Quel homme. Ok, bah ouais, vraiment un parti de cons. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est les gens qui m'ont envoyé l'article. Ok, bon, bah voilà. Hein. Je crois qu'on a fait le tour de la question, hein, non? Je crois qu'on a fait le tour de la question. Et j'ai fini mon café, donc bon, on va s'arrêter là. Je vais mettre mon petit marqueur. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo et que vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à partager ça en masse. Let's go! Ah.